On s'est quitté le mois dernier avec un film qui évoquait l'assaut du Capitole aux États-Unis, les nuages noirs qui pesaient sur l'avenir, l'état d'une démocratie abîmée comme un vaisseau fantôme, la colère qui existe, à laquelle personne ne s'adresse vraiment, le désir de vengeance. De moins en moins de gens gardent encore leur calme. On sent la désolation, les paniers vides, les prix exorbitants, les coupables à désigner d'office, à tort ou à raison. À chaque élection, on entend les mêmes réactions. « c'est pas passé loin ». Mais les digues paraissent de plus en plus fragiles contre la rage qui monte, front républicain ou pas. Les réveils sont difficiles et les lendemains déchantent. Mais est-ce que c'est vraiment une surprise ? En voyant les stars millionnaires faire la leçon aux classes moyennes et à tous ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, on se doutait de la victoire de Trump. Mais on les toise un peu vite, ces électeurs. On les traite de fascistes, on sort les grands mots. Pourtant, ils votent pour les seuls qui leur parlent directement, même trop, même mal, pour ceux qui ne les jugent pas. Ainsi, l'extrême droite monte un peu partout. Elle impose sa rhétorique et s'attire la bienveillance de plateaux télé complices et ricanants. Mais c'est quoi ce naufrage ? Je vous avoue que j'étais pas très chaud à l'idée de regarder monter l'extrême droite pendant 3 docs. Mais plus que jamais, ça s'impose. Plus que jamais, ça existe. Le RN, cravaté et rasé de près, sage et bien discipliné, œuvre en symbiose avec des ministres de droite dans une cohabitation qui ne dit pas son nom. Le loup a gagné sa place dans la bergerie. Donald Trump a donc parlé directement aux gens. Il a suivi une stratégie beaucoup plus préméditée qu'il n'y paraît. On nous a brossé le portrait d'un homme irresponsable et impulsif, capable de s'éloigner du prompteur pour dire ce qui lui passe par la tête, même si c'est une énormité. Mais il est surtout l'aboutissement d'un processus, une prise de pouvoir méthodique, élaborée depuis des décennies à bas bruit. Je vais sur Arte et je regarde ce doc consacré à la droite radicale américaine, une démonstration assez puissante pour éclairer notre présent. I am your warrior, I am your justice. And for those who have been wronged and betrayed, I am your retribution. I am your retribution. En cette année d'élection présidentielle, Donald Trump est de retour, plus radical que jamais. Un vent réactionnaire souffle de plus en plus fort sur le pays et ses institutions. And breaking news tonight, the deadly siege on Congress as an angry pro-Trump mob storms the U.S. Capitol. La rétribution est là. Et le vengeur n'est pas masqué. Batman est blond et outrancier. Il est populaire de la manière la plus efficace qui soit. Méprisé par les élites, exactement comme ses électeurs. Cette symbiose a été largement sous-estimée un peu partout. Trump a cette manière singulière, presque joyeuse, d'incarner le chaos. Il souffle sur les braises de tout ce qui nous divise. Il l'utilise à des fins politiques. Dans la plus pure tradition populiste, il se fait l'interprète des fureurs qui travaillent les foules. C'est avant tout ça qui importe, bien plus que les solutions qu'il propose, à l'exact opposé des démocrates, de leur morale abstraite et leurs idées sophistiquées. Il incarne la simplicité au pouvoir. Pourtant, les racines en sont profondes et tordues. Ces victoires de la droite radicale sont l'aboutissement d'une stratégie réfléchie et mise en œuvre il y a plus de 40 ans, dès les années 80. Une stratégie imaginée par une minorité en mal de pouvoir. C'est une histoire de revanche. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. L'histoire d'une revanche, celle de la droite ultra-conservatrice qui, pour préserver son rêve américain, est prête à réveiller les démons de la sécession et à pousser le pays vers le chaos jusqu'à déstabiliser la démocratie. Les démons dorment dans les coins sombres, ils sont toujours prêts à l'usage pour attiser les crises. Chaque pays en a, résistant autant comme des traumatismes jamais réglés. En cas de besoin, ils serviront à créer la fracture, à radicaliser les gens pour servir l'agenda de quelques puissances en vergogne. Aux États-Unis, ça remonte plus ou moins à la guerre de sécession et à son racisme sous-entendu. La nostalgie d'une hiérarchie ancienne fondée sur l'esclavage des Noirs. En France, par exemple, on joue sur celle de la colonisation. Les ficelles sont les mêmes et les échos nombreux. We read today about horrors that we would not have tolerated a generation ago. We put back on the street people who are brutal, vicious predators who we would not have allowed on the street a generation ago. In Georgia, the governor can build golf courses, but he can't find the money to open prisons.
Across this country, we're told there's always more money for the politician's pork barrel, but there's not enough money to keep the predators off the street. Ce sont les mêmes mots, exactement les mêmes que ceux qu'on entend maintenant partout. Les prédateurs étrangers, lâchés dans les rues, venus égorger nos fils et nos compagnes, avec la complicité d'un gouvernement pervers. Gingrich devient le patient zéro du mal qui nous ronge. C'est du spectaculaire et de l'épouvante. On manie des archétypes aussi vieux que l'humanité. Ce discours va plaire à ceux qui cherchaient à se faire peur. Il révolutionne les pratiques politiciennes et transgresse tous les codes de bienséance habituels entre républicains et démocrates. En 1990, il fait distribuer aux candidats à l'élection législative de son camp un mémo confidentiel, sorte de guide pratique du nouveau combat politicien. Le langage de la politique devient celui de la guerre. Oui, la politique est une guerre. Les conservateurs en adoptent directement le lexique. Il s'agit d'oublier tout espoir. Ils suggèrent un cauchemar comme fondement de leur pensée, comme un réflexe, un truc reptilien. Il n'y a plus de limite aux outrances et à l'agressivité. La fin de la bienséance est une libération. L'injure est cathartique. Mais surtout, c'est à cette époque qu'on commence à placer des pions pour verrouiller le système. Si dans les années 80-90, Newt Gingrich a posé les premiers jalons d'une révolution conservatrice sur le terrain politique, à la même époque, se préparait une autre offensive. Cette fois-ci sur le terrain judiciaire, avec en ligne de mire les tribunaux et la Cour suprême, véritable bastion du pouvoir américain. Une offensive qui se répercute aujourd'hui sur le droit des femmes à disposer de leur corps. En 2022, le droit à l'avortement a été démantelé par la Cour suprême. 9 juges nommés à vie qui peuvent faire et défaire les grands acquis sociétaux de l'Amérique. C'est ça le vrai enjeu. Changer la loi à long terme et même la mentalité d'un pays. Les droits des femmes, leur image et même leur existence. Les soumettre à une morale et à une idéologie contre des progrès qu'on croyait acquis. Les représentations et les perceptions changent. C'est assez machiavélique et assez imparable. Most of the students are liberal, but I believe that their ideas can be changed. They're simply mimicking what they've learned. They don't know why they believe what they do. The Federal Society was designed to try to fill that need, to develop a discussion of conservative ideas about law. Pour la Federalist Society et ce type de groupe d'influence, c'était un moyen de repérer dans les associations du mouvement, présentes dans les universités, les étudiants de tendance conservatrice les plus prometteurs et de les mettre en contact avec les personnes qui pourraient leur offrir les bons tremplins, les bons postes d'assistants de justice dans les tribunaux, les bonnes recommandations, les bons cabinets d'avocats, pour qu'ils parviennent jusqu'à la Cour suprême. Tout faire pour parvenir au sommet. C'est l'histoire d'une annexion, lente et méthodique, presque une mission religieuse. J'arrête pas de penser à la servante écarlate de Margaret Atwood et à sa société confisquée par les conservateurs. Je vois ici les mêmes rouages se mettre en marche. La droite religieuse, avec sa redoutable efficacité, finira par s'imposer dans la plus haute instance des États-Unis, la Cour suprême. Elle édictera des lois pour les générations à venir. Les 3 juges qu'il a nommés sont tous jeunes et issus des rangs de la Federalist Society. La Cour suprême a basculé pour des décennies dans le camp conservateur. 1 an après l'avortement, c'est la politique de discrimination positive qui est supprimée en juin 2023. D'autres parlent d'une possible remise en cause du mariage gay. Le démantèlement des grands acquis sociétaux est en marche. La fin des acquis et le retour aux traditions, à ce bon vieux temps fantasmé qui fait trembler la voix des vieux. Mais cette nostalgie facile s'accompagne de démons qu'on croyait morts et enterrés depuis longtemps. Ils reviennent comme des zombies pour hanter notre époque. L'emprise du Tea Party, la part la plus extrême du Parti républicain, s'affirme au début des années 2000. Son idéologie anti-système est aussi séduisante que dangereuse. Ils ont reçu énormément de dons de milliardaires libertariens anti-impôts et anti-régulation qui pensaient financer une armée libertarienne anti-impôts. Parmi ces donateurs, le soutien des frères Koch est sans précédent. PDG d'une multinationale du secteur pétrolier et chimique, ces milliardaires libertariens, anti-État, qui prônent un libéralisme radical,
ont financé et construit une galaxie de plus d'une centaine de fondations, comme personne avant eux. La nébuleuse se développe à coups de millions de dollars. La machine de guerre libertarienne est prête, elle se met lentement en ordre de marche. Ça se fait en coulisses, pas encore sous les pluies de confettis des grands meetings de campagne. Mais le but est clair, prendre le pouvoir. Aux élections de mi-mandat de 2010, une armée de conservateurs, de républicains, s'est mobilisée pour récupérer la majorité à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat. Ils ont joué sur toutes les peurs, sur toutes les colères. Et comme Gingrich dans les années 80, ils ont fait valoir que, pour gagner, le parti devait pousser le curseur, se montrer plus extrême dans ses convictions et dans ses actions. Pousser le bouchon jusqu'à l'outrance. La bonne vieille formule qui fait autorité depuis Goebbels, c'est qui dit que peu importe la manière dont on parle de vous, l'important c'est qu'on en parle. Alors ils vont y aller à fond. Ils questionnent les origines de Barack Obama et systématisent les fake news. Des grands canaux de communication sont aux mains de milliardaires complaisants. Les calomnies, jadis condamnées, vont inonder le quotidien des Américains, peu importe qu'ils les croient ou pas d'ailleurs. L'information devient un divertissement trash. Fox News joue un rôle très important dans la métamorphose du Parti républicain et dans l'avènement de Donald Trump. C'est la tribune par excellence. Une des fake news les plus emblématiques fut celle dite du mouvement des Birthers, un mouvement qui éclot dans les années 2010. Ses sympathisants, proches du Tea Party, remettent en cause la nationalité américaine d'Obama. Et tous les moyens sont bons. Une méthode détournée pour contester son droit à être président des États-Unis. L'insinuation est efficace, on s'immisce dans la brèche. Les délires sont martelés, la société de l'information s'hystérise pour faire de l'audience. Par exaspération et par lassitude, souvent on ne fait que s'y opposer mollement. Pour des millions de gens, les mensonges deviennent paroles d'évangile et ces vérités alternatives ont trouvé leur champion au bagou inarrêtable et à la mauvaise conscience inexistante. Quand il débarque en 2016, Trump est loin d'être seul en lice. Mais il se démarque des autres candidats. Il n'est pas du sérail politique. C'est un fort en gueule. Il dit tout ce qui lui passe par la tête. The weakest person on the stage by far on illegal immigration is Jeb Bush. They come out of an act of love, whether you like it or not. He is so weak. On illegal immigration, it's laughable, and everybody knows it. C'est le temps des attaques brutales que Trump manie en virtuose contre des adversaires décontenancés et beaucoup trop bien élevés. Tous les coups sont permis. Et c'est cette désinhibition qui va plaire. C'est une vraie différence culturelle totalement à l'inverse de la dédiabolisation française. Le troll américain est lâché sur les ondes et s'en donne à cœur joie. Mais les forces que sa parole légitime sont sinistres. L'épisode de Charlottesville marque la première manifestation visible de la victoire de la droite radicalisée au sommet de l'État. Ce jour-là, des militants sont venus en masse pour protester contre le déboulonnage d'une statue, celle du célèbre général Lee, sécessionniste et esclavagiste. Je vis ici depuis 53 ans et c'est la pire des nuits que j'ai vécues à Charlottesville, la pire des nuits. C'était un vendredi. J'habite dans une des maisons qui donne sur le lawn de Jefferson. Ils sont entrés dans le campus par l'arrière et ils ont défilé sur le lawn avec leurs torches à huile. C'était une référence évidente au défilé nazi de l'Allemagne des années 30. C'est cette ambiance qu'ils voulaient recréer. Ils se cachent même pas. Ces défilés au flambeau convoquent directement l'imagerie nazie. La société se radicalise, se polarise. C'est ça que les républicains extrêmes encouragent depuis le début. Une violence légitimée. Et Trump, qui finira par trouver des gens très bien dans les deux camps, excuse implicitement les suprémacistes blancs qui saisiront parfaitement son soutien. Le lendemain, les affrontements se multiplient entre les manifestants antifascistes et les sympathisants de droite extrême. David Duke, l'ancien leader du Ku Klux Klan, est même présent. I believe that today in Charlottesville, this is a first step
toward making a realization of something that Trump alluded to earlier in the campaign, which is this is the first step toward taking America back. Reprendre l'Amérique, ça sonne bien, ça claque. Mais quand je vois qui parle, ça fait froid dans le dos. Mais qui se soucie encore de ça? D'où sort celui qui prend la parole? Quel passé il trimballe et quelle symbolique? Qui va encore chercher les sources? Certainement pas les républicains qui épousent docilement leur nouvelle destinée manifeste. Quand un grand parti politique, quel qu'il soit, commence à tolérer, à excuser, à justifier, à courtiser, à accueillir des groupes paramilitaires violents, la démocratie est en danger. Donald Trump a légitimé les milices d'extrême droite dont il a su se faire un allié essentiel. Les événements de Charlottesville marquent donc un premier virage vers l'Amérique du chaos, mais aussi une des premières compromissions des grands leaders du Parti républicain. Les compromissions vont continuer, les trahisons aussi. Dans ce camp qui fut jadis celui de Lincoln, bientôt plus personne n'osera s'opposer à cette manière d'assumer l'idéologie la plus rance. Les élus s'accrocheront à leur siège en faisant allégeance à un parti devenu méconnaissable, par lâcheté et par peur des représailles. En attendant, le nihilisme est au pouvoir. Il peut faire imploser un pays et déstabiliser le monde. L'Europe, à l'image des États-Unis, bascule. Évidemment, depuis longtemps, il y a une tradition sinistre et clandestine, celle des groupuscules, des skins ultra-violents et des néo-nazis. Mais l'extrême droite a changé de visage. Elle s'est relookée, simultanément et dans plusieurs pays, vers la respectabilité. Les vieilles lubies sont lissées, les controverses cachées sous le tapis, sous l'effet d'une com de plus en plus maîtrisée. Cette transition est décrite dans le doc White Power au cœur de l'extrême droite européenne, également disponible sur Arte. Mais dépêchez-vous, ce doc est disponible uniquement jusqu'au 2 décembre. L'idéologie s'est adaptée à l'époque. Le rejet des juifs est devenu celui des musulmans et des migrants. Mais ce voyage initiatique, en Allemagne, en Belgique et en France, présente toujours les mêmes obsessions sous un masque de mieux en mieux ajusté et de plus en plus présentable. Au pouvoir, comme en Italie ou en Hongrie, au sein d'une coalition gouvernementale comme en Suède, ou positionné dans les sommets électoraux, comme en France, aux Pays-Bas et désormais en Allemagne. Des droites extrêmes du XXIe siècle, relookées, souriantes et même courtoises. C'est peut-être les années les plus terribles qu'on est en train de vivre en termes de normalisation de l'extrême droite politique. La France forte et belle et généreuse, la France qu'on aime. Terrible en effet, car la menace est devenue sourde, habile, avec des concepts largement diffusés dans l'opinion publique. Le grand remplacement, par exemple, est un élément de langage qui a été intégré par les droites traditionnelles. La crispation devant une société multiculturelle également. La peur du changement est devenue fondamentale dans bien des pensées politiques. La brèche est ouverte. L'extrême droite, c'est d'abord un rejet de la société multiethnique et multiculturelle. Nous sommes en 2024 et cette famille politique poursuit sa progression jusqu'à bouleverser les fondements mêmes d'une Europe aux démocraties fragilisées. En effet, les démocraties semblent se figer, se laisser gagner par ces métastases sans rien leur opposer. L'Allemagne, notamment, a longtemps été hantée par son passé et semblait immunisée contre ces relents. Mais les derniers témoins sont morts. L'extrême droite y a mué. Dans l'espace public, la violence des idées est devenue habituelle, la propagande efficace. Les agressions y ont explosé comme ailleurs, les paroles se libèrent, les haines s'encouragent, mais ça ne sort pas de nulle part. Antisémitisme, suprémacisme racial. Jusqu'où remonter pour trouver l'origine d'un white power? En Allemagne, en 1879, lorsque l'Allemand Wilhelm Marr invente le mot antisémitisme, s'inspirant du concept d'une race aryenne qui a vocation à diriger le monde. Aux États-Unis, où le mariage interracial est anticonstitutionnel jusqu'en 1967 et qui a vu naître le premier mouvement fasciste de l'histoire, le Ku Klux Klan, et ses millions d'adhérents. En 1916, alors que l'auteur du déclin de la grande race, Madison Grant, affirme qu'une seule goutte de sang noir suffit à ce qu'un individu soit noir. Alfred Rosenberg, théoricien du nazisme pendu 30 ans plus tard à Nuremberg, voit dans le suprémacisme américain une première étape positive pour le nazisme. 20 ans plus tard, dans les années 60, le néo-nazi américain George Rockwell influence les mouvements suprémacistes aux États-Unis, aussi bien qu'en Europe, prenant le white power face aux luttes pour l'égalité incarnées par Martin Luther King et Malcolm X.
Le White Power est donc une réaction, une réponse au Black Power américain et à sa radicalité. Le racisme, qui travaille depuis toujours les États-Unis, s'exporte. C'est une sorte de soft power négatif. Les skins sont sous cette influence, cet uniforme un peu punk. Ils sont en quête d'une étincelle, d'un catalyseur à leur paranoïa universelle. Il faut préserver cette unité blanche fantasmée. Avec les bouleversements, les attentats et les guerres qui éclatent dans les années 2010, c'est comme si leur hantise se matérialisait et que les planètes s'alignaient. Les bandes, violentes et marginales, vont commencer à avoir des ambitions moins anecdotiques et beaucoup plus hautes. Et c'est précisément là que le danger se précise. Mais les années 2010 se trouvent percutées par l'atrocité de la guerre civile syrienne et la crise migratoire qui s'ensuit. En 2015, la chancelière Angela Merkel accueille 1 million de ces réfugiés sur le sol allemand. La solidarité ne fait pas consensus, et les discours xénophobes se légitiment à plus grande échelle aux yeux d'une partie de l'opinion. C'est cette partie de l'opinion effarouchée qu'il va falloir séduire pour instiller la division et le doute. On ridiculise la solidarité et l'empathie pour des réfugiés en détresse. Il faut les déshumaniser et les traiter comme des nuisibles. Les sociétés se raidissent et se polarisent comme aux États-Unis. On rêve d'expulsion de masse et de remigration. On brandit la menace de submersion migratoire. On trafique les statistiques pour faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Comme toujours, ça fonctionne et l'atmosphère change. Nos groupes cibles pour la remigration sont des communautés parallèles, extra-européennes, d'origine afro-arabe, musulmane, parce qu'elles augmentent considérablement. La remigration telle qu'on la comprend généralement est un ensemble de mesures. Une réforme du droit d'asile, une politique des frontières ferme à l'échelle européenne, le refoulement aux frontières de l'Europe, la création de camps de migrants en dehors de l'Europe. Je sursaute en entendant cet homme proposer d'ouvrir des camps pour y mettre des migrants. Ces idéologues semblent oublier qu'ils évoquent des humains. J'aurais envie de leur montrer le périple de ces gens. Je voudrais leur faire ressentir, à eux qui y sont si attachés, ce que ça fait de quitter son pays. Leur démontrer à quelle nécessité on doit en être réduit, à quelle fatalité il faut se rendre pour se déraciner. Mais ils me répondraient sans doute que je suis un naïf, l'un de ces bobos bisounours. Ils opposeraient leur soi-disant réalisme à mon sentimentalisme. Le cynisme, ça sonne bien, ça pose et ça fait sérieux, même devant l'humanisme le plus élémentaire. Quand avons-nous accordé tant de crédit à cette indifférence ? Quand avons-nous admis notre impuissance devant ces passions tristes ? Je quitte maintenant l'Allemagne pour la Belgique, pays singulier face à l'extrême droite. Sa partie francophone applique un cordon sanitaire politique et médiatique efficace, interdisant depuis 1992 la présence, en direct sur les plateaux TV, de l'extrême droite dans les médias publics. Conséquence, le Front National belge s'est autodissous à 1% de l'électorat. À l'inverse même, dans la partie flamande de la Belgique, l'extrême droite nationaliste, incarnée par le Vlaams-Blok, devenu Vlaams-Belang, tutoie les sommets électoraux. Maigre consolation donc, que ce cordon sanitaire efficace, mais tout de même, la victoire de l'extrême droite un peu partout apparaît avec cet exemple belge francophone pour se caler également une capitulation des médias et de la parole publique. Nous sommes envahis par leurs clichés racistes, même si dans les faits, et ici en Belgique, cette submersion par l'étranger se vérifie assez peu. Mais les faits, tout le monde s'en fout. Seule la légende est digne d'être diffusée. Elle fait plus d'effet. Go to Brussels, go to Paris. There's something going on, and it's not good. You know, there has to be some assimilation. There is no assimilation. It's like living in a hellhole right now. Il reste à l'heure actuelle à peu près 40% de la population bruxelloise qui est de nationalité étrangère. Et donc si on s'intéresse à cette population étrangère spécifiquement, on se rend compte qu'on est loin des discours d'extrême droite justement, où on est submergé par des étrangers d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale et autres. La majorité des étrangers vivant à Bruxelles sont des Européens. La diaspora la plus représentée à Bruxelles, c'est la France. La diaspora la plus représentée à Bruxelles n'est donc pas celle qu'on croit. Pourtant, cette fiction est matraquée en permanence, insufflée dans toutes les informations, considérée comme indiscutable. Pourtant, une autre violence monte, insidieuse et constante, et on en parle peu. Les discours évoquent une guerre raciale, et ils ne sont pas sans effet. Ça provoque une forme de terrorisme suprémaciste en expansion constante. Le concept de grand remplacement amène aussi à une violence qui a engendré près de 70 attentats dans le monde depuis 10 ans. Une augmentation de 320% d'après l'ONU. Le nom de cette mouvance terroriste, l'accélérationnisme. Dans le manifeste accélérationniste, véritable mode d'emploi pour tueurs suprémacistes,
on y trouve des hommages aux assassins et des appels au meurtre. Des appels au meurtre qui étrangement trouvent peu d'écho dans le flux des infos continues. La menace traditionnelle et largement diffusée n'a pas ce faciès. Pourtant dans les manifs et au quotidien, notamment en France, la violence raciste se banalise et les affrontements sont de plus en plus réguliers. Les pulsions se libèrent dans une indifférence quasi générale. Entre 80 et 83, les violences contre les Maghrébins progressent de 225%, selon les archives de police. 2001, bien évidemment, provoque une accélération, et c'est le cas dans le nombre de violences. 2015 triple le nombre de violences contre les Maghrébins. Cette volonté de représailles, c'est nous tous. Il y a bien une demande sociale, une opposition forte contre la présence des gens d'origine immigrée et contre l'islam. Et là-dessus, les radicaux de droite en ont été une avant-garde. Il faut construire là-dessus pour vraiment conquérir le pouvoir. Sortir des groupes ultra-violents et marginaux pour courtiser Monsieur Tout-le-Monde, se ripolliner, exclure les excités et même les renier s'ils ne se font pas discrets, relooker les extrêmes, les rendre fréquentables, inspirer la confiance comme des représentants de commerce. Duprat, c'est le premier, vraisemblablement, oui, à dire on n'arrivera à rien en tant que groupuscule. Il faut être lucide. On n'a pas d'exemple, d'ailleurs, sur 50 dernières années, de groupes radicaux qui soient devenus autre chose que des groupes radicaux. On va atteindre des groupes qui vont faire 300, 400, peut-être 1000 membres, voilà. C'est pas que ça qu'on prend le pouvoir, ça reste du niveau de l'agitation de rue, quoi. Parler d'ultra-droite pour normaliser l'extrême droite, la rendre moins effrayante et moins radicale. Les nervis d'hier seront les cadres d'aujourd'hui. Affublés d'une cravate et des bons éléments de langage, ils trouveront leur absolution dans les urnes. Au bout de ce tour d'Europe, il est clair qu'il est désormais devenu tout à fait raisonnable de voter pour eux. Ils font partie du paysage, et c'est ce que le dernier doc va confirmer. Ce film La Cravate est disponible sur France Télévisions. Denis Robert en avait longuement parlé dans son émission Tout peut arriver à l'époque parce qu'il avait adoré le film. Moi, j'en avais vaguement entendu parler sans savoir comment il était écrit. Je le lance et je laisse passer quelques minutes. Je me retrouve perplexe. Il entendit la grille s'arrêter. La permanence départementale était maintenant ouverte aux curieux. Et son chef n'était pas arrivé. Bastien ne s'agaçait plus de ses retards systématiques, mais restait surpris qu'un homme aussi méthodique qu'Éric Richarmoz pût se montrer si négligent quant aux horaires. Le jeune militant profita de l'attente pour s'acquitter de tâches administratives. Mais c'est une fiction ? Et non, c'est pas une fiction. Pourtant, la narration est déroutante. La voix off sonne comme du Balzac. C'est un style particulier que je n'avais jamais rencontré dans un documentaire. On voit le personnage principal en relire le script et vivre sa vie comme des flashbacks. Mais surtout, la voix off dit ses pensées et ses sentiments, décrit les scènes comme dans un roman réaliste du 19e siècle. On dirait du Flaubert, quoi. Passé ma surprise, je me laisse totalement emporter par l'histoire de Bastien, ce jeune militant du RN qui va participer à la campagne présidentielle de 2017. C'est à cette période que sévit la grande fièvre électorale qui saisissait le pays tous les 5 ans. Les controverses politiques devenaient la matière principale des conversations, d'autant que l'issue du scrutin apparaissait incertaine. La France était anxieuse, le chômage persistait, l'économie mondialisée bouleversait les usages, des arrivées massives d'exilés contrariaient le quotidien, des attentats sanglants cherchaient à semer l'épouvante. La confiance des citoyens en leurs dirigeants s'était dissipée à mesure des scandales politiques. Et le Front National, un parti que beaucoup considéraient comme dangereux, se présentait comme une option à tenter absolument. Une option à tenter. Les mêmes refrains reviennent. On a essayé tous les autres, on va voir ce qu'ils font. Cette réaction étrange d'apprenti sorcier, cette désinvolture, un brin mortifère saisit à chaque fois les électeurs comme s'ils n'étaient pas concernés. Comme si tout ça, c'était une expérience ou du théâtre. Les militants, eux, ont bien appris leurs répliques et les récitent avec application sur les marchés. Au début, sa hiérarchie veillait. Des cadres n'étaient jamais très loin à l'observer jouer la partition et préféraient parfois l'accompagner sur les tournages pour être certain de voir bien répercuter les arguments des chargés de communication. Éric s'était affirmé comme un bon modèle. Face aux contradicteurs, Bastien savait désormais garder son calme et placer des arguments de poids au bon moment pour surprendre l'interlocuteur influencé par le mauvais renom du Front National. Mais bon, de toute façon, on peut être pour ou contre, mais c'est au peuple de décider. La relativisation est la clé. Les valeurs du RN
Ce sont des opinions parmi d'autres. On s'en remet docilement à la décision du peuple, dans la plus pure tradition républicaine. Le parti est devenu conventionnel à l'extrême, jusqu'au ton respectueux et un brin lénifiant. Il a changé de nom. On prétend que c'est plus la même chose. Ces militants ne se sentent désormais plus exclus ou ostracisés, mais peuvent envisager une carrière. Ils revêtent l'apparence de la banalité. Adhérer au FN, dans la jeunesse de Bastien, c'était s'exclure du système, défendre l'intolérable. Le cordon sanitaire était encore assez net et les boussoles morales pas encore cassées. On réalise ce qui a changé. Plutôt que l'outrance, ils optent pour la communication et pour la séduction. Hésitant au début, maladroits et pâteaux, forçant leur sourire, ils se servent d'outils qu'ils ne maîtrisent pas encore totalement. Bastien, Florian, c'est le jeune de la Somme qui est dans le bureau fédéral dont je t'ai parlé, qui travaille sur ta chaîne YouTube. Ah bah très bien, donc l'expert YouTube. Voilà, Bastien minimisa ses qualités, mais le numéro 2 avait trop peu de temps pour s'attarder en politesse. « On y va ?» demanda-t-il pour presser le mouvement. Il refusa les chouquettes qu'Éric lui présentait et sur les conseils de Bastien s'installa derrière le bar. « Soyez décontracté comme si vous étiez chez vous », précisa Bastien. « Vous pouvez boire un café, ça fera encore plus sympa. Et même si vous abordez des sujets sérieux, n'hésitez pas à plaisanter. Quand les gens rient, c'est gagné. » Il faut faire rire pour rassurer. On aborde la politique comme une publicité. Ce qui compte, c'est le ton, pas les idées. Même si cette première vidéo sera largement moquée, tout buzz est bon à prendre. Le ridicule n'a jamais tué personne. L'avantage des écrans de fumée est de détourner l'attention des horizons lointains. Alors soit, les candidats vendront leur âme au dieu YouTube. Ils se transformeront, au besoin, en sympathiques influenceurs puisque l'époque l'exige. C'est ainsi que Bastien gagnera ses galons et que ce racignac d'extrême droite fréquentera le gratin de son camp. Ce fut pour le jeune Picard la découverte d'un monde nouveau. Au fil de ces moments d'exploration, sa personnalité prit doucement ses aises. Il avait d'abord semblé un peu godiche, se fondant dans les angles sans réussir à contenir les petits tressautements nerveux de son corps. Mais depuis son poste d'observation, comme il était doué d'un esprit curieux et perspicace, il s'imprégna vite des codes informels qui régissent le jeu des salons politiques. Ces codes, sérieux et bourgeois, sont une révolution marketing. On tente de faire oublier les clichés encombrants, les outrances du vieux Le Pen à renier pour la forme. L'allure doit être dynamique, celle de start-upper. Il représente une nouvelle génération, sensible à de nouveaux enjeux écologiques, commode pour dissimuler les vieilles rengaines. Un greenwashing d'un nouveau genre. Finalement, ils n'ont pas l'air si terribles, ils sont proches des gens, ils savent recevoir dans leurs réunions publiques. On soigne l'emballage, même si de bien des manières, ça trahit l'engagement sincère du jeune militant. Les scènes dont il avait été témoin lors des dernières réunions du bureau départemental l'avaient écœuré. Quand il avait fallu désigner les candidats aux élections législatives, la cause commune avait disparu au profit du chacun pour soi. Appâté par un poste prestigieux à 5 000 € par mois, la garantie d'une retraite dorée, certains n'hésitaient pas à poignarder leurs frères d'armes dans le dos. Tu te rends compte que la politique, c'est comme ce qu'on en parle, c'est que tous des pourris, tous là pour des postes, que les valeurs, les idées sont que des arguments pour avoir un peu d'argent, quoi. Les illusions perdues commencent à percer sous les sourires. Bastien était venu ici pour catalyser sa radicalité, trouver un but à sa colère. Il découvre des complots de cour et des calculs politiques. Le pouvoir qui encourage les trahisons et les retournements de veste. Comme ailleurs, comme partout. La dédiabolisation du RN porte intrinsèquement en elle ce reniement. D'un parti de contestation radicale, il devient un parti qui se veut consensuel et qui aspire à gouverner. Ça ne cadre pas avec ses origines idéologiques, pas plus qu'avec le passé trouble de notre héros. Tout semble avoir pris naissance au collège du Saint-Esprit. Monsieur et Madame Régnier avaient choisi d'inscrire leurs 2 fils dans cet établissement catholique de Beauvais, réputé pour son enseignement d'excellence. Et malgré ses efforts, les résultats de Bastien ne se montraient pas à la hauteur de l'institution. Comme des professeurs menaçaient les mauvais élèves de les renvoyer vers les collèges publics, où l'on se retrouvait à ses risques et périls au contact des couches les plus défavorisées de la population, Bastien craignait l'exclusion, et la conséquence qui lui semblait inéluctable, rater sa vie. La hantise de rater sa vie, on l'éprouve tous à l'adolescence. On se cherche une cause, un étendard, une philosophie
qui nous consolerait de la brutalité du monde. Un pansement, même négatif, pour supporter le mal de vivre et ce sentiment d'être rejeté de partout. Bastien a eu envie de se venger des autres, du destin, de sa naissance, de tout en fait. Alors les rencontres, même douteuses, lui ont dessiné un avenir. Un matin, il vit une bagarre. Quand l'échauffourée prit fin, Bastien Régnier, 14 ans, vint féliciter l'un des combattants au crâne rasé qui avait mis en fuite des hommes au visage basané. « Ça te dit de faire partie du groupe ?» lui demanda le gros costaud. C'est ainsi que l'adolescent fit son entrée au Picard Crew, un groupuscule violent aux idées néo-nazis qui se réunissait dans l'arrière-salle du bar l'Irlandais. Est-il en quête de rédemption à tenter de gravir ainsi les échelons de son parti, une sorte de revanche sociale qui validerait son parcours chaotique. Pourtant, en lisière de regard, c'est encore la peur, celle que son passé ressurgisse, celle d'être exclu à nouveau, celle d'être perçu comme un connard, comme il le dit. C'est la peur comme centre d'une existence. Pour agir à sa guise, il proférait chaque jour une multitude de mensonges anodins, surtout à ses parents qui s'inquiétaient pour tout depuis son geste de désespoir. Mais il cachait aussi son nouvel engagement au skinhead, car cela méprisait le Front National, jugé trop tiède. C'est le déménagement pour les études qui signa les adieux définitifs au groupuscule, sans risquer une ratonnade de déserteurs. Il migra dans le département voisin comme dans un nouveau monde, et il put s'investir au Front National de la Somme, convaincu que la distance, puis le temps, préserveraient tous ses secrets. Pendant longtemps, il s'agit de ça. Porter son passé comme un secret. Ses convictions aussi. Mais le parti offre une chaleur, un abri, un cadre plus respectable et plus toléré. Le monde a changé. Bastien et ses semblables peuvent commencer à s'épanouir et communier goguenard à bord d'un bus. Alors, dans la gaieté légère de ce beau dimanche de printemps, la camaraderie réchauffait peut-être cette âme blessée. Bastien, devenu ambianceur du voyage, la tendresse qu'il percevait en retour dans les yeux de ses compagnons valait toutes les promotions. Mais la raison de son humeur était peut-être plus évidente encore. Il avait rendez-vous avec Madame Le Pen, celle qui avait converti son mal-être solitaire en combat politique. Convertir son mal-être solitaire en combat politique, c'est joli cette expression. La colère et la violence sont diluées. Le parti devient comme un prêtre ou un psy qui vous soulagerait d'un fardeau, qui vous en absout. La rage est devenue peu à peu un carburant politique. L'indignation est à l'origine de tout engagement. Il est vain de crier dans son coin ou dans des groupuscules ultra-violents. Ici, on efface l'ardoise. On la vit souffler sur les braises qui brûlaient en lui. Elle lui parlait de la beauté unique de son pays, de la sueur, du sang, des larmes de ceux qui l'avaient précédé, et le jeune militant se projetait dans les rues du village de ses aïeux, devenu le symbole de ce qu'il nommait la France d'avant. Ce pays idéal, couvert de clochers pittoresques, gouverné par une autorité puissante. Ce pays glorieux d'où émergeaient les figures tutélaires de Louis XIV et Napoléon Bonaparte. Ce pays ordonné, riche, admiré et redouté, qui était cependant difficile à placer sur l'échelle du temps, mais que Bastien situait grosso modo à l'époque de ses grands-parents. La foule était en panne de rêve. On lui en fournit un, en jetant du sel sur toutes les hontes et toutes les blessures. Une pensée simple et binaire, réconfortante. Marine lui parle à lui, intimement. Elle ravive ses souvenirs avec la redoutable habileté des orateurs qui savent s'adresser à des corps plutôt qu'à des concepts. Elle exalte un récit national et dépeint un pays qui n'a sans doute jamais existé sauf sur les cartes postales ou dans les almanachs. Mais ça galvanise. Les fantasmes de grandeur perdue, ça ardore le passé. Quand on a quelqu'un qui rentre dans la permanence du front et qui dit « ouais, on va dégager tous ces Arabes », je lui dis « écoutez monsieur, vous allez sortir parce que c'est pas du tout le programme d'ici ». Affublé d'un costume respectable, Bastien Régnier n'hésitait pas à se présenter comme un rempart contre le racisme. En politique, il n'y a pas de délit de publicité mensongère. Il usait d'un vocabulaire sophistiqué, récitait les éléments de langage du parti et complimentait son adversaire avec un fair-play de sportif. L'ancien skin se présente donc sans ciller comme un rempart contre le racisme. L'inversion de toutes les valeurs est consommée, le délit est devenu une simple opinion, on peut en débattre entre gens de bien. La courtoisie est de mise. Mais sous ce discours policé, les obsessions sont les mêmes, noyées sous une politesse aux accents presque ironiques. On se dissimule de l'appartenance au FN historique de manière trop évidente. Le RN est le parti de la proximité, du terrain,
même si les intérêts qu'il sert, en réalité, sont à l'exact opposé de ceux du peuple. Même si la corruption est ici aussi galopante qu'ailleurs, cette vérité reste inaudible. La stratégie de la cravate n'était peut-être qu'une étape astucieuse avant le dernier acte. Grâce à la victoire de Trump, les loups travestis en agneaux abandonneront sans doute leur déguisement pour révéler leur vrai visage, violent et antisocial, un temps prudemment atténué. Derrière leur sourire, il y a la peur, celle d'être balayé par un monde changé. Il y a des idées périmées qui brûlent de leur dernier feu. Chacun de ces docs parle de gens qui ont peur de l'avenir. Pendant que notre maison brûle, ils regardent ailleurs de toute leur mauvaise foi. Sous leur costard, il y a du sang, des coups, de la manipulation et des larmes. Et de l'impuissance surtout. Je rêve qu'il ne soit pas trop tard pour s'en apercevoir. Alors si vous avez aimé ce nouveau numéro de Doc 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 et que vous en avez les moyens, merci de soutenir Blast et rendez-vous au mois prochain pour le prochain numéro.